Bonjour les abonnés, ça fait longtemps que je reçois des demandes pour une suite avec la série Maman a le CED, donc la voici. En fait, j'ai été moins présente dans les derniers 6 mois. J'ai essayé de mettre les vidéos des enfants un peu, mais moins présente pour essayer de vous faire une vidéo en fait de suivi sur mon état de santé puisque j'étais trop malade pour le faire. Il faut savoir que au courant de l'été, comme j'ai mentionné dans une dernière vidéo, j'avais dit que je vous donnerais plus de précision, mais j'ai été opérée 3 fois et j'ai été hospitalisée 3 fois. Donc, ça a demandé beaucoup d'énergie, ça a engendré beaucoup de douleur aussi, beaucoup de difficultés aussi à reprendre le retard, puisqu'on est déjà bien serré dans notre horaire journalier avec les enfants. Là, le lavage, les douches, la vaisselle, toutes ces choses-là, on s'arrange pour sortir avec les petits à chaque jour, sauf des jours où il pleut vraiment beaucoup, qu'il fait pas beau. On va rester en dedans, puis on va essayer de faire une après-midi cinéma. Donc, c'est ça. On est toujours en processus. On va au parc souvent, mais quand c'est un petit peu moins beau, on va aller à la bibliothèque, au musée, magasiner aussi. Les enfants aiment beaucoup aller magasiner. On les amène des fois au magasin bleu, comme mon fils dit. Magasin bleu avec un W, là. Puis il aime beaucoup regarder les jouets qui existent et tout ça. Fait que ça nous donne aussi des idées cadeaux pour eux, voir un peu c'est quoi leurs intérêts et tout. Et puis, c'est ça. Donc, j'ai été moins présente à cause de tout ça, mais vous savez déjà à quel point on est occupé avec les petits minous. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des grosses crises de douleur épouvantables où je mangeais, j'avais des nausées, j'avais des vomissements, ça me serrait dans le dos, là, c'était... tous les muscles se contractaient là, quand ça faisait des crises, c'était épouvantable. J'ai passé, j'avais un examen prévu d'une colonoscopie. Je suis arrivée avec mon CPAP, mon sac, avec toutes mes choses et j'ai demandé à la gastro-entérologue de m'hospitaliser et de m'enlever la vésicule biliaire parce que je savais que c'était ça. C'est qu'elle a refusé. Elle m'a dit oh, on va te faire une échographie dans 2 semaines maximum, en urgence, blabla. Et à ce jour, je n'ai toujours pas eu de retour d'appel pour cette échographie d'urgence. 6 mois plus tard. 1 semaine et demie après cet événement-là, je faisais de la fièvre, donc je suis allée à l'urgence. Et c'est toujours difficile d'aller à l'hôpital parce que les médecins, le personnel infirmier ne connaissent pas et ne comprennent pas le syndrome Ehlers-Danlos, qui vient avec une panoplie d'autres diagnostics et de problèmes divers, étant donné que c'est le collagène dans le corps qui est affecté, qui subit en fait une mutation, et ça fait que mon corps ne fonctionne pas comme le corps des autres. Ceci dit, il y a certains professionnels de la santé qui sont ouverts d'esprit à essayer de comprendre les maladies. Et ceux-là, je leur dis toujours à quel point ils sont merveilleux et essentiels et à quel point ça me fait du bien à chaque fois. Parce que je vous dirais que les 3/4, si c'est pas plus, sont fermés. Je leur dis, ben moi j'ai besoin de tel échelon, j'ai besoin de ci, j'ai besoin d'être irrigué régulièrement, sinon mes veines ils vont reboucher. J'ai besoin de plusieurs choses qui sont pas la norme, étant donné les réactions de mon corps, puis que j'ai appris à me connaître. Mais quand tu te fais répondre, écoutez madame, là, je connais ma job. Non, 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 je sais tout de suite que je vais être maltraitée. C'est devenu une phobie d'aller à l'hôpital parce que à chaque fois, il y a de la maltraitance.
Je sens le shake dans ma voix parce que c'est douloureux à dire, à parler, mais je tiens à ce que ça soit su. J'ai été hospitalisée, ils m'ont enlevé la vésicule, ils n'ont pas pu l'enlever au complet. Le chirurgien a dit, OK, c'est pas récent, là, les problèmes avec votre vésicule, ça fait 25 ans, après discussion avec lui, que ma vésicule était malade, que j'ai passé des tests qu'on me rappelait juste pas parce qu'on voyait rien, parce que c'est fréquent avec le syndrome Ehlers-Danlos, qu'on a des symptômes, mais que les signes cliniques typiques sont juste pas là. J'avais vu pas un ergothérapeute, mais évidemment, je ne trouverai pas. J'ai tous les termes inimaginables dans la tête. J'ai ostéopathe, mais c'est pas ça. Il est tard, là, il est 11h, fait que ma mémoire... J'ai eu une très grosse journée aujourd'hui. J'ai plié, j'ai sorti tout le linge d'automne des enfants. C'est extrêmement lourd, là. C'est 8 heures de travail qui m'ont beaucoup épuisée. Mais bref, pour en revenir au sujet, si je peux retrouver le nom, c'est un chirurgien orthopédique. Bon, souvent d'aller parler d'autre chose, ça fait que ça revient. Mais donc, c'est ça, j'étais allée le voir à 15 ans parce que j'avais des grosses douleurs au dos. Maintenant, je sais que c'est suite à ma chute à 13 ans dans un escalier qui a engendré l'aggravation du syndrome Ehlers-Danlos, puisque les accidents, les traumas émotifs, émotionnels, les grandes sources de stress et les grossesses qui font souvent aggraver la maladie. Je vomissais en fait tous les matins pendant 9 mois de temps de la bile, sans même avoir rien mangé. Ma mère pensait que j'étais enceinte. On m'a dit, arrête de prendre du zinc le matin, c'est dur sur l'estomac, arrête de prendre ça, t'en as pas besoin. Mais moi, mes ongles, maintenant je sais que le syndrome, il fait un effet là-dessus, mais mes ongles sont très très mous, ça dédouble, donc on m'avait dit de prendre du zinc. Puis je prenais aussi la pilule anovulante. Donc ensuite, comme ça ne marchait pas d'avoir coupé le zinc, on m'a dit de la prendre le soir au lieu du matin. Ça ne marchait pas plus, je vomissais pareil. J'avais des gros maux de dos. Et ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il m'a opéré au pied. Mais ça n'a pas enlevé mes maux de dos. Fait qu'on n'a juste jamais rien fait pour moi là-dessus. J'ai des vomissements spontanés depuis mes 25 ans environ. Des troubles digestifs qui viennent... pratiquement tout le temps avec le syndrome Ehlers-Danlos. J'ai arrêté de manger de la viande rouge, ça fait quoi, 12 ans maintenant? Quand j'ai arrêté d'en manger, là, j'ai vu une grosse différence. Puis si, mettons, je prends une bouchée à mon mari, bien, tout de suite, là, j'en ai pour 48 à 72 heures là, à avoir des vomissements, des malaises. Mais je peux en avoir quand même à d'autres moments. Il y a d'autres aliments qui me font réagir. J'ai des aliments qui me font réagir que je fais des flushs. J'en ai fait un encore hier. Sur un aliment que j'avais déjà mangé, mais ça faisait au moins 12 ans. J'ai un aliment que j'ai découvert que là, ben ça marche pas. Puis c'est vraiment niaiseux parce que c'est une grignotine d'une marque. Là, je veux pas nommer de marque, mais c'est une grignotine d'une marque. Au fromage et telle saveur. Puis je prends la même grignotine de la même marque, au fromage, mais telle autre saveur, piquante au lieu de fromage et autres trucs. Puis je réagis à celle fromage et... c'est fromage et quoi, non? Fromage assaisonné. Mais fromage piquant, je réagis pas. Puis fromage assaisonné, je réagis. Mais on a fait lors de la colonoscopie une biopsie parce qu'on a une suspicion de SAMA. Je vais faire éventuellement une vidéo sur le SAMA, mais je suis encore en train de me renseigner parce que c'est très compliqué. Mais en gros, c'est une réponse du système immunitaire qui réagit contre Mon cerveau il est dans le brouillard ce soir. En tout cas, vous allez voir, c'est comme quand je cherche mes mots, puis je suis pas de même normalement, là.
Mais le système immunitaire, en fait, quand on mange de l'histamine, des aliments qui contiennent de l'histamine, ben il va réagir à ces aliments-là. Puis dans le fond, c'est que l'histamine et tout, ça attaque le corps. Puis quand on réagit, c'est comme parce que là, on a dépassé la limite. Tu sais, si on mange un petit peu d'histamine dans une journée, ça se peut qu'on ne réagisse pas. Puis le lendemain, ben, si on mange les mêmes aliments, mais plus tel autre aliment, ou en plus grande quantité, ben, ça se peut qu'on réagisse. Ça se peut que ça soit en fonction aussi de notre état de santé. Comme par exemple, quand j'ai mes règles, ben, c'est là que je suis le plus affectée. Fait que ça se peut que je réagisse plus à tel aliment, en tout cas. Comme à l'alcool, j'ai pendant 4 ans dit que j'étais allergique à l'alcool parce que quand je buvais de l'alcool, la majorité du temps, ou si j'en buvais 3-4 gorgées, là, même d'une Coors Light à 4% d'alcool, je fais des flushs, là. Je viens rouge, 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 là. C'est très intense, ça brûle, sensation que ça bouillonne. Je me suis rendu compte que c'est mon cœur, en fait, que je sens dans ma peau. Donc, on a fait un test d'une biopsie pour voir s'il y a les marqueurs là, du SAMA, mais ça peut revenir négatif, même si c'est positif. Donc, mais si ça sort positif, ben, on va être fixé que c'est ça. C'est pour ça que j'ai demandé de la faire quand même. Donc, ma vésicule a été enlevée, pas au complet, lors de la chirurgie, tellement elle était enflée. Le chirurgien a dit qu'il n'y avait pas de place pour travailler. Il a coupé le canal et en laissant une partie là, de la vésicule et le canal, puis il n'était pas capable d'aller vérifier dans le canal si ça circulait avec sa caméra, ça passait même pas. Donc, j'ai été hospitalisée, je pense que c'est 2-3 jours de plus à cause de ça, parce que là, il a fallu qu'il mette un drain, puis tout ça. En tout cas, il fallait voir si ça allait comme reprendre son cours normal. Ensuite de ça, je suis rentrée à la maison. Ça, c'était par laparoscopie, donc c'est 4 incisions. Évidemment, étant CED, mais infection sur les agrafes, ça fait des grosses cicatrices, des agrafes qui ont lâché aussi, que j'ai retiré moi-même parce que ça me plantait dans la peau, avec les moyens du bord que j'ai stérilisés. Ensuite de ça, 1 mois après la chirurgie, j'ai revu le chirurgien. J'étais mieux, mais c'était pas parfait, mais je me sentais mieux. Fait qu'il dit, ben c'est correct. 1 semaine après, recrise de douleur, un peu différente, mais le même type. Retour à l'hôpital en urgence. Il y a une pierre de coincée dans le canal. Donc, probablement qu'elle était un peu plus haute, puis que là, elle a descendu, puis que là, ça l'a obstrué. Donc, rechirurgie, mais cette fois-ci par la bouche. Donc, tu es comme endormi avec des médicaments, supposés. Mais quand on est CED, on n'engourdit pas, on gèle pas bien comme chez le dentiste. Les médicaments contre la douleur, ça fonctionne pas tout le temps. Ça fonctionne souvent en dose vraiment exponentielle par rapport à quelqu'un de normal. Donc, il me fait l'examen et je suis pas gelée. Je sens tout. Puis t'as un tube dans la bouche, puis je suis là, oh! Ah! Ah! À chaque fois que je sens quoi, puis là j'entends dire, redonne-y, mais il va comme au goutte à goutte, il faudrait qu'il en donne plus, là, parce que je me souviens de tout. C'était vraiment très souffrant. Et là, il a mis un stent, puis il me dit, en sortant, va falloir te réopérer dans 1 mois pour enlever le stent. J'ai comme, quoi? Pourquoi tu l'as pas enlevé, la pierre? Il a comme concassé la pierre, il a mis un stent pour que ça sorte. À partir de ce moment-là, j'avais une douleur non-stop. Et j'ai dit à mon mari, je suis sûre que c'est le stent que je sens. Et après 1 semaine environ, je parle à ma pharmacienne qui me dit, oui, ça arrive des fois, les gens vont sentir le stent. Et essaie de les rejoindre, blablabla. Ça fonctionne pas. Ils sont censés de me rappeler. Mais là, grosse crise. Mais grosse crise, là. J'étais plus capable de bouger. J'étais plus capable de rien faire. Ça faisait tellement, mais tellement mal qu'on a appelé l'ambulance. On n'avait personne de regarder les enfants pour que ça m'amène à l'hôpital. Puis à Noé, j'avais de la misère à bouger. Fait qu'on a appelé l'ambulance. Je suis rentrée là-bas. Et puis...
Ils m'ont passé des examens toute la nuit. Là, on barouette d'un bord puis de l'autre. J'ai un CPAP pour dormir. Ils sont censés d'avoir des murs pour respecter les normes. Ils me font des examens toute la nuit. Ils me redéplacent de place pour les examens. Ils me ramènent finalement où j'étais. Tu sais, il faut tout que je déplace mon stock avec le fauteuil roulant, avec le CPAP, avec mon sac, avec mes béquilles. C'était quelque chose. Ils me ramènent à la même place finalement, comme à l'entrée de l'urgence, au triage de l'urgence côté ambulance. Puis là, on dit, ben tu vas être là vu qu'il y a des rideaux là, pour ton CPAP. Il était même pas 8 heures le matin. Ils m'ont laissé aller me coucher. Il était comme 4h30 du matin. Il était même pas 8 heures le matin. Ils viennent me chercher pour me redéplacer. Là, je suis comme, calique. Tu sais, je dormais enfin, là, parce que ça a dû prendre minimum 1 heure me rendormir. Et ils m'amènent à une place où je n'ai pas le droit d'utiliser mon CPAP. En bout de corridor, avec mon fauteuil roulant. Puis on me dit, mais tassez-vous, madame, là, vous êtes dans le chemin. Ben, c'est parce que j'aimerais bien ça, le faire disparaître mon fauteuil roulant, mais malheureusement, je suis pris avec. C'était tellement ridicule, là. En tout cas. Puis ça, c'est juste les déplacements, parce que ils m'ont piqué 7 fois, essayé de me mettre des solutés, des... Je suis venue maganer, c'est épouvantablement... C'était lever les yeux au ciel quand je dis que je peux pas avoir de Telfa pour mettre sur le soluté, qui est le petit revêtement transparent. C'était... je me tente même pas de repenser à tout ça, mais c'était excessivement difficile de leur faire comprendre que j'avais une condition particulière parce qu'ils connaissent pas ça. Et là, finalement, on m'a retourné à la maison et 3-4 jours après... j'ai été réopérée et là, ils ont enlevé le stent, ils ont enlevé la pierre au complet. Puis là, c'était correct. Puis je leur ai dit, là, j'étais pas gelée la dernière fois. Puis là, ils en ont mis assez, j'ai été correct. Et c'est la première fois, cette chirurgie-là, c'est la première fois que je sens pas de jugement de personne, que je me sens soutenue. Puis que là, le chirurgien, il fait, OK, vous êtes vraiment un cas particulier. Je dis, oui, je vous l'ai dit, mais là, c'est parce que ça fait 3 fois que je reviens me faire réopérer depuis 2 mois et demi, là. Fait qu'il commence à allumer que la madame, là, ben, elle dit pas peut-être, elle dit pas de la bullshit, là. Il y a vraiment une condition particulière. Tu sais, même si je leur ai montré, écrit noir sur blanc sur mes papiers, le diagnostic de mon rhumatologue, syndrome Ehlers-Danlos, c'est POTS ou STOP en français, syndrome de tachycardie orthostatique posturale. Puis là, il commence à comprendre un peu plus le tableau, là, tu sais. Mais c'est fou à quel point il faut se battre tout le temps. Puis là, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais on est plusieurs qui ont ma maladie. Le syndrome Ehlers-Danlos souvent vient avec le POTS, le SAMA et plein d'autres diagnostics, en fait, de tous les organes qui lâchent dans le corps. C'est pas j'ai le POTS, j'ai juste la peau qui étire ou j'ai juste les articulations qui sont trop lousses puis qui bougent comme ça, qui font que je peux m'attraper le petit doigt, faire plein de... qui jamme comme ça, là, tu sais. Quand tu bouges puis que ça jamme comme ça, c'est super plaisant. Ça, c'est un petit doigt, mais quand c'est dans tes jambes puis que tu essaies d'avancer, puis de la dystonie avec les muscles qui crampent puis qui font des spasmes, tu essaies d'attraper quelque chose, tu essaies d'avancer ta jambe, ça veut pas... le POTS, ben, c'est que je me lève, puis tu sais, c'est appelé entre guillemets, et ça, je déteste, mais je le dis pour vous l'expliquer, une allergie à la gravité, là, qui est sortie depuis 1 mois ou 2, là, ils disent, il y a une maladie qui s'appelle le STOP, qui est une allergie à la gravité. Ce n'est pas une allergie, parce qu'une allergie, c'est une réaction du système immunitaire envers un corps étranger qui rentre dans le système. C'est une façon de faire voir, puis d'essayer de faire comprendre au monde que c'est systémique, c'est dans notre système, que quand on se lève, on va être étourdi, on ne peut pas rester debout. Il y a certaines formes atypiques, très sévères, où ils vont devoir rester pratiquement couchés tout le temps.
Moi, j'ai de la médication. En fait, j'ai 2 médicaments. Le Monocor qui joue sur le cœur pour aider à l'empêcher de s'emballer parce que quand la pression baisse quand on se lève parce que nos vaisseaux sanguins sont trop mous puis que le sang descend, ben il n'y en a plus au cerveau. Fait qu'on est en hypoxie dans le fond, le cerveau. Il n'y a plus d'oxygène. Il n'est plus irrigué comme il faut suffisamment. Puis, ben ça fait qu'on est étourdi puis qu'on fait des pré-syncopes, soit des étourdissements ou des syncopes et que là, on perd connaissance puis on tombe. Ce que j'explique dans la dysautonomie, en fait, c'est la façon dont ça fonctionne dans le corps, cette chute de pression-là. Le POTS, c'est une dysautonomie cardiaque, en fait. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo, c'était la dernière que j'avais mise sur le Maman Alced. Et là, ben, on est plusieurs à sortir. En fait, il y a eu Émilie, qui est une fille de Chicoutimi, en fait, qui a sorti à TVA et dans le journal de Montréal, qui a parlé de sa condition. Elle a un stop atypique. Moi, avec la médication, je perds plus connaissance. Chose qui m'est déjà arrivée à 14 ans, de sortir d'un bain chaud, perdre connaissance, commotion cérébrale en me cognant la tête sur un bain. Maintenant, je connais les signes, je perds plus connaissance, mais c'est très incapacitant. Il y a des soirs quand je suis trop fatiguée que j'ai de la misère à me lever puis à me rendre à mon lit pour aller me coucher. Et c'est vraiment difficile de vivre avec ça. Puis, on n'est pas cru. On se fait dire qu'on invente. Il y a même une émission de radio où il disait que c'était de la paresse. Oh oui, une émission de radio, je vous le dis, avec Véronique Cloutier. Mais c'est pas elle qui niaisait, c'était ses collaborateurs. Elle essayait un peu de les ramener, là, puis elle disait, écoutez, on est écoutés. Je pense qu'elle se sentait mal un peu parce qu'elle sait qu'il y a des gens qui ont la maladie qui vont l'entendre. Et il dit, ça va te prendre deux Advil et un coup de pied dans le cul. Ah oui? Ah ben j'aimerais bien ça. Moi, donne-moi le coup de pied, moi le prendre. Parce que quand je suis pas capable de plier mon linge le soir, d'aller porter un panier de linge dans le corridor, parce que sinon je vais perdre connaissance à terre. Christy, que j'aimerais ça que ça marche 2 Advil, là. Je sais pas, là, mais... Bref, ça c'est une des choses qu'ils ont dit, là, mais ils disaient, c'est ça, ben oui, je peux pas aller à ton party, je suis allergique à la gravité. Puis il y a de la gravité chez vous, puis des niaiseries de même, mais c'est comme, comprenez-vous que vous niaisez du monde qui souffre, là, présentement? C'est assez ridicule, puis je me dis, ça n'a pas de sens d'aller mettre dans la tête du monde que les gens qui ont cette maladie-là, ce qu'ils auraient besoin, c'est deux Advil puis un coup de pied dans le cul, là. C'est pas de la paresse, là. Puis c'est ça qu'ils disaient, qu'on était des paresseux. Puis qu'on s'inventait des maladies. Puis Véronique, elle disait, non, ça existe pour vrai, là. Puis il y a de la médication pour ça. Dans la majorité des cas, ça marche, mais il y a un 10% que ça marche pas. Dans les cas plus atypiques. Fait que c'est ça. Il y en a une couple qui ont fait des plaintes au CRTC là, à cause de ça. Sur mes groupes de partage du POTS. Moi, j'ai rejoint cette fille-là, en fait, puis j'avais créé un groupe avec une autre fille de sa région. Puis toutes les personnes qui sont allées lui parler suite à sa sortie médiatique, elle les a ajoutées au groupe, puis on a créé, dans le fond, un groupe avec tout le monde pour pouvoir échanger. Il y en a plusieurs là-dedans qui connaissaient personne qui avait la maladie, puis c'est difficile d'être tout seul contre l'humanité, tout seul, puis de connaître personne qui vit la même chose que toi. Et il y en a une autre fille qui, elle, a fait un article et elle habite, en fait, je sais pas où elle habite, mais elle a sorti aussi, c'est sur le journal, je crois que c'est le journal Le Métro, où elle expliquait sa condition, qui, elle, aussi a le syndrome Ehlers-Danlos et POTS, alors que l'autre, Émilie, je lui ai parlé du syndrome Ehlers-Danlos qu'elle ne connaissait pas, puis elle a pu en parler au médecin, puis être diagnostiquée du syndrome Ehlers-Danlos. Mais
Maintenant, il reste les tests génétiques. Là, je fais des pauses parce que j'accroche mon crayon. C'est une souris, puis ça arrête la vidéo. Mais bon. Fait que ça a au moins pu permettre, tu sais, ça ne soigne pas, mais quand tu comprends qu'est-ce qui engendre ta situation de santé qui est abracadabrante, un dossier ça d'épais, puis, tu sais, il essayait de la catégoriser comme de l'envoyer en psychiatrie. Il y en a plusieurs qui ont été envoyés en psychiatrie parce que les médecins sont ignorants, ils ne se renseignent pas, ils ne sont pas au courant de maladies déjà connues qui existent et qui ont des améliorations des informations qu'on connaît année après année. Et parce que eux ne savent pas c'est quoi, ben ils ne reconnaissent pas qu'ils peuvent avoir une lacune puis qu'ils devraient s'informer. Puis tout de suite, moi, je vois rien. Psychiatrie. Comme moi, quand j'ai été hospitalisée il y a 4 ans pour une cellulite faciale, puis qu'on a dit que j'étais une junkie parce que la médication, ça fonctionnait pas, il fallait que j'en prenne beaucoup. Puis qu'on a dit, ben, donnez-y pas sa morphine, puis vous allez le voir que c'est une junkie, parce qu'elle va se mettre à shaker, puis c'est une preuve qu'elle est en manque. Non, non, non. Je shakais de douleur. C'était inhumain, la douleur que j'avais. Donc, je m'excuse parce que sûrement des... Ça vient me chercher encore, ça fait 4 ans. Je m'excuse pour ceux qui ont vu les autres vidéos aussi parce que je suis consciente qu'il y a des choses que je répète, mais je ne sais pas nécessairement quoi. Je veux aussi que ça reste cohérent pour les gens qui n'ont pas vu les autres vidéos. Mais, ouais, c'est très difficile, puis de se faire catégoriser comme quoi on a un problème de santé mentale, se faire catégoriser comme si on était Munchausen, ou même des mamans avec enfants, Munchausen avec leurs enfants, comme qu'ils les maltraiteraient pour aller chercher de l'attention. Parce que les enfants, on le sait, d'eux autres aussi, et qui se blessent facilement, qui font des bleus, que les articulations déboîtent et tout, puis là, la DPJ débarque parce que l'enfant a des signes de maltraitance, mais c'est le syndrome Ehlers-Danlos. C'est pas maman qui est pas fine. Puis là, t'es pris avec eux autres. Puis dans des cas sévères, il y en a qui se sont fait enlever leurs enfants, puis des difficultés épouvantables que ça peut mener dans notre vie. Tout ce qu'on a de besoin, c'est que le corps médical reconnaisse qu'ils ne connaissent pas ça, puis qu'ils fassent des formations, qu'ils fassent ce qu'il y a à faire pour ne pas maltraiter les gens qui ont le syndrome Ehlers-Danlos. Parce que chaque fois qu'il faut que j'aille à l'hôpital, j'ai envie de brailler ma vie. Parce que je suis maltraitée à l'hôpital. Puis ça, c'est pas normal. Fait que c'est ça que j'avais envie de vous partager ce soir. On essaie de sortir le plus possible dans les médias pour faire connaître la maladie. Puis, si vous pouvez prendre ma vidéo puis en parler avec des gens alentour de vous, ou même leur partager ma vidéo, leur montrer que ça existe, le syndrome Ehlers-Danlos, que c'est pas une invention, que c'est pas de la paresse, qu'on cherche pas de l'attention. Oui, on va parler de qu'est-ce qu'on a, mais c'est parce que on se fait ignorer depuis qu'on est tout petit. On se fait dire, ben non, t'es jeune, tu t'écoutes trop, prends sur toi, t'as un trouble psychiatrique, t'es une junkie. Comment vous vous sentiriez si on vous accusait de tout ça? Vous auriez juste envie de vous débattre puis de prouver à quel point ils sont dans le tort. Puis même quand tu as le diagnostic, tu te dis « Yes, enfin, on va m'écouter, on va me croire. » Un peu plus. Mais le monde ne connaisse pas ça. Fait que ça m'est arrivé de me faire dire « Ben, t'es pas handicapé. Tu peux faire ci, tu peux faire ça.
Oui, je suis handicapée, je suis reconnue handicapée au gouvernement. Ben là, il te manque pas un bras ou une jambe. Ben, j'ai bien beau avoir mes bras ou mes jambes, mais quand je suis pas capable de me lever pour m'en servir, ça m'aide pas trop. Hein. Les gens nous disent à nous, parce que notre maladie est invisible et que ça paraît pas, des horreurs, que tu mets la même situation où est-ce qu'il va dire, tu vas prendre, mettons, un quadraplégique, puis tu vas lui dire, ben là, voyons, prends-les ton verre d'eau. Je peux pas. Ben voyons donc, regarde. Regarde, le fais comme moi. Prends-les, puis bois. Tu vois, c'est facile. Mais je peux pas, j'ai pas le contrôle de mes bras. Non, non, non. Arrête-moi ça, ces excuses-là. T'es rien qu'un paresseux, là. Bouge-les tes bras, puis prends-les le verre, puis bois. Ben c'est ça qu'on nous fait. Jour après jour. Pensez-y. Puis si vous comprenez ce que j'essaie de faire passer comme message, parlez-en aux autres, puis partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Sur ce, je vous demande de mettre le petit pouce des triplets si vous avez aimé la vidéo. Puis je vous dis à bientôt avec d'autres vidéos des triplets. Et puis la prochaine vidéo sur Maman le cède sera sur le Sama. Ça fait longtemps que je le promets. C'est complexe, le Sama, mais ça sera là-dessus la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye. Voici quelques photos des enfants. Donc, Aurélia ici, petite tannante, qui bouge de plus en plus au parc. Voici l'adorable minois de Médéric Bastien. Les garçons ici au parc qui mangent leur collation. Me voici avec les triplets dans mon fauteuil pour sauver de l'énergie. Des fois, je peux descendre avec de l'aide puis aller jouer avec. Quand on fait des grandes distances, bien maintenant, je suis capable de suivre. Donc, on est allé ici au lac Jérôme. C'est 5 km pour arriver à ce magnifique lac. Dédé a marché tout au complet. Ce petit bonhomme ici en orange, un vrai champion. Et ça, c'est au restaurant avec les enfants. Et ici, à la bibliothèque. Bonne journée. Bye bye.